Avec la promesse de l'été, la Seconde Guerre mondiale est entrée dans une phase très positive pour les Alliés en 1944. Après le succès en Afrique du Nord à la fin de 1942 et l'invasion alliée de la Sicile et les débarquements à Salerne en 1943, suivi de l'attaque d'Anzio en janvier 1944, les forces allemandes perdaient leur bastion italien. Les Russes devenaient de plus en plus puissants à l'Est, se rapprochant toujours plus de l'Allemagne depuis la reddition des troupes d'Hitler à Stalingrad au début de 1943. Même en Asie du Sud-Est, la bataille alliée contre les Japonais, partie de l'axe du mal d'Adolf Hitler, prenait de l'élan chaque jour. Et bien sûr, l'audacieuse opération Overlord, qui avait culminé avec les débarquements du jour J le 6 juin, le long de la côte de Normandie, avait été un triomphe au-delà même des rêves les plus fous du commandant en chef, le général Dwight D. Eisenhower. Étonnamment, Eisenhower n'avait jamais réellement vu de service actif, mais il était néanmoins un excellent administrateur qui était grandement admiré par tous les hommes qu'il commandait, non seulement à cause de son caractère agréable et affable. Le respect et la confiance des troupes étaient d'une importance vitale pour Eisenhower car il savait qu'une fois l'opération Overlord commencée, chaque soldat, marin et aviateur, quel que soit son grade ou son expérience, serait essentiel si la bataille pour la Normandie devait être gagnée. Les Alliés auraient pu prendre un itinéraire plus court vers la France à travers la Manche, de Douvres à Calais, mais ils ont délibérément choisi une route différente. En fait, c'est précisément ce que Hitler et ses généraux anticipaient, et les Alliés ont fait tout leur possible pour convaincre l'ennemi que c'était bien le cas. Le secret avait été primordial car l'élément de surprise était vital si l'opération Overlord avait une chance de réussir. Une campagne concertée, l'opération Fortitude, a été instiguée pour faire croire aux Allemands que l'invasion viserait Calais et les événements ont rapidement prouvé qu'elle avait servi son but. Adolf Hitler était parfaitement conscient qu'une attaque sur le front occidental, à travers la France, était imminente, mais au début de 1944, l'armée rouge soviétique dans le sud de la Russie lui donnait beaucoup plus de raisons de s'inquiéter. Les nazis ont tenté de contenir la marée russe en construisant de grandes fortifications, mais les craintes d'Hitler d'être contraint à la retraite par les Alliés sur tous les fronts se révélaient bien fondées. De plus, les Américains étaient désormais dominants dans le Pacifique contre les Japonais toujours tenaces. En raison de la taille immense de la marine américaine, les Japonais avaient du mal à sécuriser les îles qu'ils avaient précédemment saisies. Cependant, pour les Américains, la retenue était le mot d'ordre pendant ces mois cruciaux de 1944, car tant que l'Europe ne serait pas libérée, ils devraient continuer à se battre sans renforts alliés, tandis que le théâtre européen de la guerre devenait la priorité alors que l'opération Overlord progressait. Dans les semaines qui ont suivi le jour J, la force d'invasion alliée a progressé régulièrement, libérant le peuple de France, littéralement village par village. L'excitation montait et après tant d'années d'oppression nazie, les Alliés ont reçu l'accueil le plus chaleureux de ceux qu'ils ont libérés. De retour en Grande-Bretagne, les nouvelles des débarquements triomphants ont certainement stimulé le moral. Mais pour Adolf Hitler, alors que la réalisation se faisait jour que la bataille pour la Normandie était en train d'être perdue, il était temps de riposter. Hitler avait toujours promis au peuple allemand qu'il avait une arme secrète, et avec les nouvelles des événements en France qui se propagèrent rapidement, il avait besoin de stimuler le moral et de réaffirmer la position de force des nazis.
L'arme en question était la bombe V1, tirant son nom d'un mot allemand signifiant « arme de vengeance », et c'était bien le cas. L'efficacité de ces bombes venait du fait qu'elles étaient sans pilote, essentiellement un missile de croisière précoce, qui pouvait être lancé depuis l'Europe continentale à travers la Manche pour cibler la Grande-Bretagne. Une fois lancée, la technologie de pilote automatique précise suivrait avec précision la zone cible où elle devait détonner, et les dégâts que les bombes pouvaient le faire étaient horribles. Propulsé par une combinaison d'essence et d'air comprimé, le V1 pouvait voyager à grande vitesse. Il produisait un bruit de bourdonnement très fort provenant du moteur à réaction qui pulsait 50 fois par seconde, et ce bourdonnement a donné au V1 de nombreux surnoms, dont la bombe bourdon et le doodlebug après un insecte australien bruyant. Le son était assez terrifiant, mais quand il devenait silencieux, c'était dangereux, avec environ 15 secondes avant la grande explosion. Cependant, pour Hitler et les développeurs allemands du F-1, il y avait un inconvénient majeur. Ils ne pouvaient pas être sûrs que les bombes avaient atteint leur site désigné ou non. Alors que Londres était ciblée sans relâche, il y avait un mur de silence, car aucun des coups dévastateurs ou des chiffres des victimes n'était rapporté par la presse, et un grand soin était pris pour s'assurer que les nouvelles du succès du V1 n'atteignaient pas l'Allemagne. De plus, l'esprit indomptable des Britanniques, typifié par le peuple de Londres, avait été un problème majeur pour Hitler tout au long du conflit, notamment pendant le Blitz. Et une fois de plus, le grand public britannique a tenu bon dans sa résolution de voir Hitler vaincu. Des ballons de barrage supplémentaires ont été déployés et des avions comme le Spitfire ont été utilisés pour attaquer les V1 dans les airs, et près de 2500 d'entre eux ont été abattus. Il était rapidement évident que l'arme secrète d'Hitler n'allait pas gagner la guerre à l'Allemagne, et cela s'est également avéré extrêmement contre-productif, car les Alliés étaient plus déterminés que jamais à faire tout en leur pouvoir pour mettre fin rapidement au règne de terreur nazi. Pour les soldats britanniques qui se battaient en France, la peur pour leurs proches restés à la maison les a poussés à se battre encore plus fort pour sortir des plages et, ayant eu tout l'avantage de surprendre les Allemands, il était maintenant impératif qu'ils consolident de leur position. Ironiquement, les généraux d'Hitler croyaient toujours que l'attaque principale viendrait encore par Calais, l'invasion de la Normandie étant un leurre, mais les Allemands ont vite réalisé qu'ils avaient une lutte pour la survie entre leurs mains. Le général Bernard Montgomery, qui avait joué un rôle déterminant plus tôt dans la guerre, menant les troupes britanniques à la victoire lors de la deuxième bataille d'El Alamein, avant de jouer un rôle significatif dans la lutte pour l'Europe, a certainement rencontré une forte opposition nazie à l'extrémité est des plages de débarquement du jour J. Ses troupes ont subi de nombreuses pertes, et Montgomery a été contraint de se replier pour repenser ses tactiques. Renforcer la résistance allemande dans cette région était crucial, car si Caen tombait aux mains des Alliés, cela laisserait la route de Paris grande ouverte. Cependant, l'armée d'occupation était loin d'être forte malgré l'augmentation des effectifs, et il semblait qu'elle opérait sans soutien d'artillerie coordonnée, suggérant une rupture de communication, ce qui était suffisant pour permettre aux Alliés de poursuivre leur avance. Comme plus d'1 million de troupes alliées avaient débarqué en Normandie à la mi-juillet, Montgomery pouvait occuper les Allemands à combattre dans le nord-est de la France, ce qui donnait aux Américains l'occasion de progresser plus au sud. Et lorsque Caen fut finalement libéré le 19 juillet, les Alliés étaient en effet en très bonne position.
Avec un mouvement en tenaille stratégique, les Alliés ont progressivement encerclé les Allemands et les nazis ne pouvaient faire grand-chose pour conserver leur territoire français occupé, et à mesure que davantage de troupes alliées étaient amenées, les Allemands sont rapidement devenus en infériorité numérique et la retraite était la seule option viable ouverte à Hitler et à ses généraux. Pour aggraver les choses pour Hitler, la situation sur le front de l'Est se durcissait de jour en jour pour les Allemands, alors que l'opération Bagration prenait de l'ampleur. Bagration était le nom de code de l'opération offensive stratégique biélorusse qui visait à dégager toutes les forces allemandes de la Biélorussie dans le nord de la Russie jusqu'à la Pologne, qui avait commencé le 22 juin et s'est poursuivie jusqu'au 19 août. 4 armées étaient en place pour accomplir cette tâche, composée de la première front balte et des premiers, deuxième et troisième fronts biélorusses. Cette mission, plus tard décrite comme la défaite la plus calamiteuse de toutes les forces armées allemandes pendant la Seconde Guerre mondiale, a entraîné la destruction complète des 3 principaux composants du groupe d'armées allemands en occupation, à savoir la 4e armée, la 3e armée de Panzer et la 9e armée. La vitesse à laquelle l'opération a progressé était remarquable, et le 7 juillet, l'armée rouge avait marché en Lituanie dans le sud de la Russie et avait réussi à la sécuriser le 13e. À la fin de l'opération Bagration, les pertes allemandes étaient si importantes que même la conscription forcée ne pouvait commencer à remplacer les hommes qui avaient été tués. L'Axe a perdu environ 20 divisions au total et 50 000 Allemands ont été capturés et faits prisonniers dans la ville de Minsk, qui était la dernière grande base allemande sur le sol soviétique, libérée le 3 juillet. Lorsque l'armée rouge a vu la dévastation des villages, où un grand nombre de la population avait été tuée ou déportée sous le contrôle brutal des nazis, ils ont fait défiler les captifs allemands à travers le centre de Moscou, avant de tonner en Pologne. Les statistiques de Bagration sont stupéfiantes. Au total, les pertes allemandes, y compris les tués, les blessés ou les capturés, ont été estimées à 670 000, avec plus de 59 000 véhicules détruits. Les soviétiques ont néanmoins payé un très lourd tribut avec jusqu'à 60 000 hommes tués, mais les Russes étaient à ce moment-là imparables alors que l'armée rouge tonnait en Pologne. Cependant, avec l'armée de l'intérieur polonaise déjà en train de combattre les Allemands dans l'insurrection de Varsovie, ils ont attendu plutôt que de se précipiter dans la capitale de la nation. Lorsque l'Allemagne avait avancé en Pologne, déclenchant le début de la guerre en 1939, les nazis étaient sûrs que les Russes ne les attaqueraient pas en raison du pacte de non-agression que Hitler avait conclu avec Joseph Staline. En retour, Hitler avait accepté que les Russes partageant la Pologne avec l'Allemagne, de sorte que les nationaux polonais étaient désireux de prendre en charge leurs propres affaires. L'insurrection de Varsovie a commencé le 1er août 1944, quelques jours seulement avant l'arrivée prévue de l'armée rouge, les Polonais étant impatients de triompher de leurs oppresseurs allemands. Malheureusement, ils n'avaient tout simplement pas la force et les Allemands se sont battus avec acharnement pour maintenir leur position. Lorsque les Soviétiques sont arrivés, ils ne se sont pas, comme on pouvait s'y attendre, joints aux lignes de bataille contre les Allemands et se sont littéralement arrêtés à quelques kilomètres de la ville. L'insurrection a duré 63 jours et l'arrêt soudain de l'armée rouge est une question controversée que les historiens continuent de débattre à ce jour.
On a suggéré que l'avancée soviétique depuis la Russie avait laissé l'armée rouge épuisée et manquant de puissance pour affronter les Allemands, tandis que d'autres soutiennent que ce n'était pas du tout le cas. Staline a peut-être appelé à un arrêt pour que le front de l'intérieur polonais soit vaincu, car il serait sans aucun doute opposé au régime soviétique après la guerre. Les soviétiques ont affirmé que c'était le manque de carburant après l'opération Bagration qui les a laissés s'arrêter à quelques kilomètres de Varsovie. Mais il est peu probable que quiconque le sache jamais avec certitude. À la fin de septembre, l'insurrection a pris fin et le 2 octobre, les Polonais se sont rendus aux Allemands, ayant perdu 18 000 soldats, tandis qu'entre 120 000 et 200 000 civils polonais étaient de morts, la plupart d'entre eux assassinés par les troupes allemandes. Après leur reddition, les nazis ont brûlé l'ancienne ville jusqu'au sol, ne laissant que des ruines pour les Russes à prendre le contrôle lorsqu'ils ont finalement atteint Varsovie. Avec les puissants alliés russes avançant de l'Est et les troupes américaines, britanniques et canadiennes prenant de l'élan en Europe de l'Ouest, les généraux allemands savaient qu'ils étaient dans une position très dangereuse. Le comportement de Hitler était de plus en plus irrationnel et ses symptômes de la maladie de Parkinson semblaient augmenter. Les Alliés gagnaient lentement mais sûrement la guerre, mais ce n'étaient pas seulement ses ennemis que Hitler devait craindre, car le 20 juillet 1944, une tentative d'assassinat est venue des rangs de son armée et qui plus est, elle a failli réussir. Depuis un certain temps maintenant, Hitler avait fait peu d'apparitions publiques et il assistait en fait à une réunion à son quartier général de la Tanière du Loup en Prusse orientale discutant de la détérioration de la situation militaire sur le front russe lorsqu'une bombe a explosé, tuant 4 officiers et blessant gravement beaucoup d'autres. Hitler a survécu, ne subissant que des blessures mineures. Mais ce n'était pas l'œuvre d'un Allemand mécontent. Il y en avait beaucoup plus impliqués. Bien que la principale force motrice était le colonel Klaus von Stauffenberg, l'un des hommes les plus fidèles de Hitler qui avait un accès proche au Führer. Il est intéressant de noter qu'il y avait un mouvement de résistance allemand datant de l'ascension de Hitler au pouvoir, et il vaut la peine de regarder un peu plus près l'arrière-plan de von Stauffenberg pour découvrir comment cet événement extraordinaire est survenu dans la foulée du débarquement. Von Stauffenberg venait d'une famille catholique romaine de haut rang, son père étant une figure importante de la cour allemande, tandis que sa mère était une comtesse. Il était l'aîné de 3 frères et a commencé à étudier la littérature, mais s'est finalement tourné vers la carrière militaire. Avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, von Stauffenberg a été commissionné en tant que lieutenant et a étudié les armes et les transports, mais faisait partie de la première division légère allemande qui a envahi la Pologne en 1939. Von Stauffenberg était un partisan de Hitler à ce moment-là et envisageait de rejoindre le parti nazi, d'autant plus que le Führer avait signé un pacte avec l'Église catholique. Cependant, comme tant de traités de Hitler, il ne fallut pas longtemps avant qu'il y ait de graves infractions et l'Église catholique commença à condamner l'idéologie nazie. La suppression de la religion a commencé à s'intensifier au sein du régime nazi, mais ce sont les personnes de confession juive qui sont rapidement devenues les cibles de Hitler. C'est le traitement barbare des Juifs par les nazis qui a d'abord amené von Stauffenberg à remettre en question sa loyauté envers Hitler, surtout après un événement qui a eu lieu entre le 9 et le 10 novembre 1938. Connu dans l'histoire sous le nom de Kristallnacht, qui se traduit littéralement par nuit de cristal, cette attaque contre les Juifs était un avertissement au monde de ce qui allait suivre. Le matin du 10 novembre, les nazis avaient assassiné 91 juifs, déporté environ 30 000 d'entre eux dans des camps de concentration et détruit plus de 2000 synagogues.
L'antisémitisme était désormais une partie inhérente de l'idéologie nazie, alimentée par la haine fanatique de Hitler envers les Juifs, qu'il blâmait pour le déclin économique de l'Allemagne depuis la perte de la Première Guerre mondiale. Von Stauffenberg savait que c'était faux, et lorsque la violence s'est étendue pour inclure toute personne impliquée dans le mouvement bolchevique, ses alarmes sonnaient déjà. Hitler a donné des ordres écrits stipulant que toute personne affichant une représentation active de l'idéologie bolchevique devait être tuée immédiatement, et de nombreux Allemands bien pensants, dont von Stauffenberg, ont protesté contre cela. Au fur et à mesure que la guerre progressait, l'opinion de von Stauffenberg sur la conduite et les politiques nazis se détériorait et il était convaincu que Hitler corrompait l'Empire allemand en prenant des vies innocentes et en 1942, von Stauffenberg savait dans son cœur que Hitler et ses sbires nazis devaient être arrêtés. En 1943, peu de temps après avoir été promu lieutenant-colonel de la 10e division de Panzer, le véhicule de von Stauffenberg a été bombardé par les Britanniques lors de la campagne de Tunisie en Afrique du Nord. Il a eu la chance de survivre et a été hospitalisé pendant 3 mois avant d'être renvoyé chez lui pour se rétablir davantage. Les blessures de von Stauffenberg étaient graves, il avait perdu son œil gauche, sa main droite et la plupart des doigts de l'autre main, mais il était déterminé à continuer en tant que soldat. Cependant, c'est pendant sa rééducation que Henning von Treschow, un officier en service mais un conspirateur dans la résistance allemande, l'a approché. Conscient des compétences organisationnelles de von Stauffenberg et de son aversion pour le mouvement nazi, von Treschow lui a proposé un poste d'officier d'état-major au quartier général de l'armée de l'intérieur allemande à Berlin pour aider, si nécessaire, à éliminer Hitler du pouvoir. Conscient que ses blessures signifiaient qu'il ne pourrait jamais assassiner Hitler sans aide, von Stauffenberg a accepté de prendre le poste. Von Treschow était convaincu que seule la mort d'Adolf Hitler mettrait fin à la tyrannie nazie, et pendant que les Alliés jouaient leur rôle avançant vers l'Allemagne, la résistance se préparait à faire son devoir. L'assassinat doit être tenté à tout prix. Ce qui compte maintenant, ce n'est plus l'objectif pratique du coup d'État, mais de prouver au monde et pour les annales de l'histoire que les hommes du mouvement de résistance ont osé franchir le pas décisif. Lorsque von Stauffenberg a rejoint le mouvement, divers plans étaient en place pour tuer Hitler et ses plus hauts fonctionnaires, mais quelque chose semblait toujours mal tourner. Finalement, von Stauffenberg a réalisé que malgré ses blessures, il pouvait se rapprocher de Hitler sans éveiller les soupçons, alors il s'est proposé pour effectuer l'assassinat. À ce moment-là, les débarquements du jour J avait été un grand succès pour les Alliés et le soutien à von Treschow et à la résistance allemande avait augmenté alors que des plans étaient mis en place pour débarrasser le monde de Hitler et des nazis pour de bon. Le 11 juillet, von Stauffenberg a assisté à une conférence au Berghof, la résidence de campagne de Hitler dans les Alpes bavaroises, près de Berchtesgaden, portant une bombe dans une mallette. Un collègue attendait nerveusement dans une voiture de fuite que von Stauffenberg achève l'assassinat de Hitler, ainsi que Heinrich Himmler et Hermann Göring. Mais encore une fois, ce ne devait pas être le cas. Lorsque von Stauffenberg est arrivé, il s'est rendu compte que Himmler et Göring n'étaient pas présents et après un appel téléphonique à ses co-conspirateurs, la décision a été prise d'annuler la mission et von Stauffenberg était retourné à Berlin pour essayer à nouveau un autre jour. Les conspirateurs n'ont pas perdu de temps à reprogrammer et le 15, von Stauffenberg était prêt avec sa bombe une fois de plus au quartier général de Hitler en Prusse orientale.
La fortune a encore une fois refusé de sourire à von Stauffenberg car Himmler était absent de la réunion et une autre tentative d'assassinat a été avortée. Rassembler les trois hommes au même endroit, en même temps, s'avérait très difficile et les nazis devenaient certainement très suspicieux. Des arrestations étaient effectuées et les conspirateurs ont choisi le 20 juillet, sachant que la rapidité était vitale et que ce serait très probablement leur dernière fenêtre d'opportunité. Le matin du 20, von Stauffenberg a quitté Berlin pour le quartier général de la tanière du loup de Hitler en Prusse orientale, armé de 2 bombes dans une mallette où il est entré dans la salle de réunion comme prévu avant l'arrivée du Führer. S'excusant pour changer de chemise, il a trouvé une petite pièce dans laquelle activer les détonateurs à crayon à l'aide de petites pinces. N'ayant pas de main droite et seulement 3 doigts à gauche, ce travail délicat était loin d'être facile. Et au moment où un garde a frappé à la porte pour le presser de retourner à la réunion, il n'avait réussi à activer qu'une des bombes. Il n'y avait rien à faire, von Stauffenberg ne pouvait qu'espérer que cette seule bombe ferait l'affaire. Peu après 12h30, von Stauffenberg a placé la mallette sous la table devant lui et dès qu'il a pu, avec Hitler en position, il a quitté la salle en prétextant un appel téléphonique urgent et a attendu l'explosion. Mais un retardataire à la réunion a pris le siège que von Stauffenberg venait de quitter et a donné un coup de pied nonchalant à la mallette, la déplaçant de quelques centimètres cruciaux, hors de portée. Lorsque la bombe a explosé à 12h42, le malheureux retardataire et 3 autres personnes ont été tuées. Mais Hitler a une fois de plus échappé à la mort et a été l'un des moins blessés dans l'explosion grâce à la protection offerte par la grande table de conférence en chêne massif. Von Stauffenberg, qui observait l'explosion, était convaincu que personne n'aurait pu survivre à l'énorme explosion et est retourné à Berlin convaincu que Hitler était mort. Exalté, von Stauffenberg a rencontré ses co-conspirateurs prêts à prendre le pouvoir en Allemagne. Cependant, à 7h ce soir-là, la joie s'est transformée en désespoir lorsque Hitler a fait une émission de radio déclarant « Une très petite clique d'officiers ambitieux, sans scrupules et en même temps criminellement stupides, a comploté pour me destituer ». L'agence de presse allemande a ajouté « Le peuple allemand doit considérer l'échec de la tentative d'assassinat sur la vie de Hitler comme un signe que Hitler accomplira ses tâches sous la protection d'un pouvoir divin. » La très petite clique dont parlait Hitler était beaucoup plus grande qu'il n'aurait pu l'imaginer et lorsqu'il a donné l'ordre de fusiller immédiatement von Stauffenberg, l'officier chargé de la tâche était lui-même un co-conspirateur et les ordres n'ont pas été exécutés ou transmis. Mais la capture était inévitable et avant la fin de la journée, von Stauffenberg et 3 de ses co-conspirateurs ont été retrouvés. À 1h du matin le 21 juillet 1944, éclairé par les phares d'un camion, von Stauffenberg, âgé de 36 ans, a prononcé ces derniers mots qui se traduisaient par « Vive notre Sainte Allemagne » avant d'être abattu. Le frère de von Stauffenberg, Berthold, ainsi que plus de 200 autres conspirateurs ont été jugés par un juge et condamnés à mort. Keine Früchtchen. Ja, keine Früchtchen. Die haben gewartet, bis man die Dienstverpflichteten. Na, wo sind sie hingegangen? Chemische Erzeugung, haben keine Ahnung von Chemie. Werden sie lieber eine Knarre in die Hand genommen, wäre ich auf dumme Ideen gekommen. Aber natürlich, die haben ja bestätigt, dass die Kartauer sind. Also, und wir sind die hier nicht. 8 de ces peines, dont celle de Berthold, étaient prétendument des morts par strangulation à l'aide d'un fil de piano suspendu à des crochets à viande.
Ces meurtres horribles auraient été filmés et montrés aux hauts gradés des forces armées allemandes pour décourager toute nouvelle tentative d'assassinat, alors que Hitler devenait de plus en plus paranoïaque et dangereux, avec la perspective de la défaite de l'Allemagne devenant une question de quand plutôt que de si. Alors que la bataille pour la Normandie faisait rage en juin et que les Russes se rapprochaient toujours plus de l'Allemagne dans le Pacifique, les Américains s'étaient occupés à faire des vagues. La cible était les îles Mariannes et la première d'entre elles était Saipan. Des avions japonais ont été abattus par centaines et les sous-marins américains ont causé une quantité significative de dégâts en torpillant les porte-avions japonais. Les Alliés ont été victorieux et Saipan est tombé le 9 juillet 1944, suivi de la démission du Premier ministre japonais Tōjō 9 jours plus tard. Il avait tenté de dissimuler les événements à Saipan, essayant de convaincre son peuple que les Japonais avaient été victorieux, mais lorsque la nouvelle a fuité, Tōjō avait perdu toute crédibilité. Les Américains ont été impitoyables après leur victoire à Saipan avec une campagne pour prendre les îles de Tinian et Guam qu'ils ont réussi en août 1944. Après l'humiliation subie aux mains des Japonais à Pearl Harbor, les Américains étaient de maintenant prêts à porter la guerre sur le continent japonais. Et pendant que l'été 1944 se poursuivait, sur le front européen, les Américains étaient également très occupés alors que la percée depuis la tête de plage prenait de l'ampleur après la libération de Caen. Il était temps pour les Alliés de travailler étroitement ensemble maintenant et Montgomery s'attendait à ce qu'Eisenhower le nomme commandant des forces terrestres en Europe. Mais avec les généraux américains, Omar Bradley et George S. Patton jouant un rôle clé dans la libération de la France ainsi que Montgomery, cela allait probablement être impossible. Il y avait eu de l'antagonisme entre les généraux américains et Montgomery depuis l'avancée alliée en Sicile, et Eisenhower savait trop bien que ses compatriotes n'accepteraient jamais Monty à leur tête. De plus, il y avait maintenant un nombre proportionnellement élevé de troupes américaines combattant en Normandie. Donc, logiquement, un Américain avec des responsabilités de leadership global aurait le plus de sens. La solution évidente était qu'Eisenhower assume lui-même le rôle, et pour apaiser Montgomery, le Premier ministre Winston Churchill l'a promu au rang de maréchal de terrain. Pour Montgomery, la prochaine tâche était l'opération Goodwood, lancée le 18 juillet, et son but était de minimiser la résistance allemande à l'opération Cobra, qui verrait la majorité des forces américaines sortir de la tête de plage et encercler les Allemands, créant la poche de falaise. Cobra aurait dû commencer le 18 également, mais le mauvais temps, caractéristique de l'été 1944, a fait qu'elle a été reportée au 25. Une autre opération, nom de code Atlantique, a été donnée pour sécuriser la crête de Verrières, qui était un secteur important de haute terre au sud de Caen. Prendre cette zone donnerait non seulement une excellente position défensive, mais ouvrirait également la voie à la ville de Falaise, qui s'avérait très difficile à atteindre avec la forte occupation allemande de cette crête stratégique. Lorsque l'opération Atlantique n'a pas atteint ses objectifs, l'opération Spring a été lancée avec le général canadien Guy Simonds, chargé par Montgomery de concevoir un plan de bataille pour prendre la crête, et la phase 1 a commencé le 24 juillet. Les North Nova Scotia Highlanders ont lancé l'attaque initiale sur la ville de Tilly-la-Champagne aux premières heures de la matinée. Simonds avait conçu un moyen de faire rebondir la lumière sur les nuages pour améliorer la visibilité de sorte que les Alliés pouvaient y voir les positions ennemies. Malheureusement, cela signifiait également que les défenseurs allemands de la crête pouvaient voir les Canadiens aussi, et cela a entraîné un combat dur et amer.
Dans la phase 2, les Calgary Highlanders ont ciblé des villes et une autre crête. Et bien qu'ils aient également fait face à une résistance allemande acharnée, la zone a finalement été sécurisée. Les contre-attaques allemandes pour les phases 1 et 2 ont été rapides avec des chars Panzer avançant contre les North Nova Scotia et les Calgary Highlanders, forçant les Alliés à se retirer de leur zone nouvellement sécurisée. Le Black Watch a ensuite entrepris la troisième phase, ciblant la ville de Saint-Martin avant de passer à la prise de la crête de Verrières. Pendant le jour J et les semaines qui ont suivi, le mauvais temps avait joué en faveur des Alliés en convainquant les généraux d'Hitler que l'invasion n'aurait pas lieu avant que les conditions ne s'améliorent, mais ce n'était pas le cas lors de l'opération Spring. Les Allemands ont déplacé leur 9e division SS Panzer dans la région dès qu'ils ont eu connaissance de l'opération Spring. Un report, dû au mauvais temps, a donné à l'armée allemande le temps de renforcer la crête avec 4 autres bataillons d'hommes. Les Canadiens ont subi de terribles pertes. Dans cette phase, peu de soldats ont survécu pour raconter l'histoire, prouvant que malgré le succès du jour J, la bataille pour la France était encore loin d'être une conclusion acquise. Il faudra attendre le début du mois d'août pour que cette zone autour de Caen soit finalement sécurisée. Néanmoins, bien que la percée se fasse lentement, les Alliés progressaient et le 15 août, l'opération Dragoon a été mise en mouvement alors que les Alliés se préparaient à effectuer un débarquement amphibie entre les villes françaises du sud de Toulon et Cannes. Dragoon avait d'abord été prévu comme en ville, aux côtés de l'opération Overlord avec des troupes attaquant du sud en même temps que les débarquements en Normandie. La coopération entre les Américains et les Britanniques avait été cruciale mais pas toujours harmonieuse tout au long de 1944 et en ville avait causé une sorte de rift. Winston Churchill était convaincu que la guerre en Italie devait être conclue rapidement, avec une pression maintenue jusqu'à la capture de Rome, mais la décision de commencer les plans d'invasion pour la France a été prise et l'opération Overlord a été choisie. Mais alors que les plages de Normandie étaient ciblées, les Américains devaient également débarquer dans le sud de la France, mettant en œuvre l'opération en ville. Les deux missions nécessitaient des navires de débarquement de chars, LST, et Churchill a demandé au président Roosevelt de transférer ces véhicules cruciaux de l'opération en ville à l'opération Overlord, mais les Américains n'étaient pas enclins à le faire. Cette dispute a continué pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'une répétition pour charger les hommes et les machines sur les plages britanniques, comme les 5 choisis pour les débarquements en Normandie, se soit avérée désastreuse. Comme nous le savons, les Américains qui s'entraînaient pour la plage d'Utah à Slapton Sands dans le Devon ont été attaqués par des U-bateaux allemands de Cherbourg, marquant des coups directs sur 5 navires de débarquement de chars et tuant plus de 700 hommes. Les navires de débarquement de chars étaient impossibles à remplacer si près du jour J et l'opération en ville a été reportée. Ironiquement, même après le succès du jour J, Churchill s'opposait toujours à Anville, arguant que les ressources seraient mieux utilisées dans les pays d'Europe de l'Est, où il estimait qu'il était dangereux pour leurs alliés russes et Joseph Staline d'acquérir trop de pouvoir. C'est là qu'on suggère que le changement de nom de l'opération vient avec Churchill contraint d'accepter par les Américains.
Après tout, Rome était tombée aux mains des Alliés début juin, donc Churchill n'avait plus cet argument et après le succès de l'opération Cobra, qui était due en grande partie à la force américaine, le Premier ministre britannique n'avait d'autre choix que d'accepter et Dragoon devait commencer le 15 août. Faisant appel à autant que 200 000 soldats américains, canadiens, français libres et britanniques, les débarquements ont eu lieu dans 7 zones différentes le long de la tête de pont et ont été un grand succès. Le deuxième jour, plus de 94 000 soldats étaient arrivés à terre et comme tant de troupes allemandes avaient été envoyées pour combattre dans le nord de la France, l'opération Dragoon a rencontré peu d'opposition. L'invasion a été menée avec rapidité et efficacité et en seulement 24 heures, des avancées ont été faites à 20 miles à l'intérieur des terres. Pour la résistance française, c'était une excellente nouvelle, et pour ceux qui se battaient dans les rues de la capitale de la nation, les espoirs d'une libération rapide de Paris ont pris de l'ampleur. La résistance française est née lorsque le régime de Vichy a été mis en place après l'entrée d'Hitler en France en 1940, et elle a progressivement grandi et s'est organisée au fur et à mesure que l'occupation allemande progressait. Gouvernant la France pendant l'occupation, entre 1940 et 1944, et présidé par le maréchal Philippe Pétain, le régime de Vichy était contrôlé par les sbires nazis d'Hitler. Pour les Français, cela ajoutait l'insulte à l'injure et un mouvement de résistance s'est rapidement développé. Même ainsi, il était extrêmement difficile pour la résistance de se mobiliser car des couvre-feux stricts étaient en place, avec la censure et la propagande également utilisées par le gouvernement de Vichy pour garder le contrôle des citoyens français enragés. De plus, toute personne même soupçonnée de faire partie de la résistance était traitée avec une brutalité vicieuse et en 1943, la milice a été créée, qui était l'équivalent du gouvernement de Vichy de la Gestapo nazie. La milice était responsable de la mort de milliers de leurs compatriotes français pendant le règne de terreur d'Hitler. Il y avait des punitions collectives et des massacres sanglants, et même en juin 1944, avec la libération en vue, les tueries ont continué. Dans un village où la présence de la résistance était suspectée, une division SS allemande a assassiné tous les 642 habitants, des bébés à ceux dans la 80aine. Les hommes ont été rassemblés et abattus à la mitrailleuse, tandis que les femmes et les enfants ont été brûlés à mort dans l'église du village. Mais à l'aube du 6 juin, la résistance française pouvait se vanter d'une armée d'environ 100 000 hommes et ils étaient prêts, disposés et plus qu'habiles à préparer le terrain et à aider les Alliés dans l'opération Overlord. Le renseignement militaire qu'ils pouvaient de fournir était inestimable et lorsqu'il s'agissait de commettre des actes de sabotage sur les liens de pouvoir, de transport et de communication allemands, ils étaient extrêmement efficaces. Sans surprise, la résistance voulait que Paris soit libéré le plus tôt possible et un soulèvement a commencé le 19 août. Même si Eisenhower, en tant que commandant allié, pensait qu'il était trop tôt pour entrer dans la ville, il a reçu un ultimatum qui l'a obligé à changer de tactique. Charles de Gaulle, à la tête des Français libres, avec la 2e division blindée, a menacé d'envoyer son armée, seule si nécessaire, pour aider, et lorsque les Russes ont échoué à intervenir dans le soulèvement de Varsovie, Eisenhower a accepté que les Alliés le soutiendraient. Les
Les Français libres ont combattu avec acharnement dans leur bataille pour Paris et dès le 16 août, la police, les travailleurs du métro de Paris et le service postal étaient tous en grève. Le 20, le soulèvement était en plein essor avec des barricades et des tranchées qui apparaissaient au partout. Hommes, femmes et enfants aidaient à transporter des matériaux sur des chariots en bois pour la résistance et un esprit de patriotisme grandissait. Après un court cessez-le-feu, les deux parties ont tenté d'évaluer la situation. Les Allemands manquaient de profondeur en nombre, tandis que la résistance manquait d'armes de guerre, dont les nazis avaient encore une abondance. Le 22 août, la bataille de Paris était de nouveau en plein essor et la résistance a réussi à forcer une grande partie de l'armée d'occupation allemande à se retirer. Enragé par cela, Hitler a exigé que des dommages maximums soient infligés à la ville et Dietrich von Choltitz, l'homme commandant l'armée allemande à Paris, a donné l'ordre de bombarder le Grand Palais. 2 jours plus tard, la 2e division blindée française libre s'est déplacée vers le centre de Paris, avançant toujours, et le général Pierre Billotte, commandant de la 1re brigade blindée française, a fait appel au sens de la décence de von Choltitz avec une observation simplement formulée: « J'estime que d'un point de vue strictement militaire, la résistance des troupes allemandes chargées de défendre Paris ne peut plus être efficace. » Pour éviter toute effusion de sang inutile, il vous appartient de mettre fin à toute résistance immédiatement. Hitler a donné des ordres répétés de ne pas se rendre en aucune circonstance et est cité comme disant que la capitale française ne doit pas tomber entre les mains de l'ennemi, sauf en débris complets. Von Choltitz a pris la décision extrêmement difficile et courageuse de désobéir à ces ordres menaçants et a permis à Paris d'être repris par les Français libres intacts. Triomphalement, Charles de Gaulle a fait un discours émouvant et extrêmement patriotique aux nouveaux libérés de France, faisant savoir au monde entier que nous, qui avons vécu les plus grandes heures de notre histoire, n'avons rien d'autre à souhaiter que de nous montrer, jusqu'à la fin, dignes de la France. Vive la France! De Gaulle a été nommé président du gouvernement provisoire de la République française, qui est immédiatement arrivé au pouvoir. La libération de Paris a été un événement clé dans le voyage des Alliés vers la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, et comme la route vers l'Allemagne se trouvait devant eux, la course pour Berlin était maintenant lancée. Les mois de juillet, août et septembre 1944 ont été cruciaux pour les Alliés. Après la préparation au jour J et les attaques audacieuses et courageuses sur les bastions allemands le long de la côte normande, l'énormité de la tâche qui avait été entreprise était pleinement évidente. Après le soulagement des événements du 6 juin, les Alliés ont dû faire face à une longue et dure poussée à travers la France pour atteindre l'Allemagne. Pour Adolf Hitler, malgré les événements suggérant qu'il ne serait jamais en mesure de gagner la guerre, la détermination à se battre était aussi forte que jamais. Mais la capacité du Führer à prendre des décisions rationnelles se détériorait et ses propres hauts fonctionnaires, dont Hermann Göring, Heinrich Himmler et Joseph Goebbels, avaient de sérieux doutes sur la capacité de Hitler à les diriger beaucoup plus longtemps. Pour consolider leur position en France, les Alliés devraient encore faire face à de nombreux dangers et alors que les Russes poussaient pour Berlin de l'Est, les Alliés occidentaux auraient des problèmes politiques à régler avec leurs homologues soviétiques car eux aussi avaient de Berlin fermement dans leur viseur. Avec la fin de la guerre en vue, les défis pour le monde libre étaient aussi grands qu'ils l'avaient été en 1939. Mais enfin, il semblait que les espoirs et les rêves d'une nouvelle ère, libérée de la tyrannie d'Adolf Hitler, étaient sur le point de se réaliser.